Alors, peut-être juste pour revenir sur un commentaire que vous avez fait. En fait, moi, ce qui me semble assez étrange, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de système race, alors qu'on s'adresse à celles et ceux qui, justement, le mettent en évidence et tentent de le déjouer, hein, c'est-à-dire de lutter contre, ça se transforme en racisme à mesure que ça descend vers les segments les plus dominés. Et là, je ne comprends pas très bien par quelle opération magique ça peut se faire. Les groupes qui aujourd'hui en viennent à revendiquer une position de lutte contre le système race le font à partir de l'expérience de la racialisation qu'ils subissent. Ils n'invoquent pas et ils ne revendiquent pas un exercice du racisme. Soyons clairs. Alors qu'on puisse leur attribuer, comme ça a été fait par exemple à Paris 8, j'enseigne, ou un jour, parce qu'il y a eu ce groupe racisé non mixte qui a décidé de lancer une réflexion, d'ailleurs, dans l'élan de la mobilisation contre la loi travail. Hein. Je vous rappelle que ce n'est pas de façon anecdotique, hein. Ils ne se sont pas réveillés un matin en disant aujourd'hui on va parler en tant que non-blanc. Non, c'est parce que dans le cadre de la lutte, elles ont constaté qu'il y avait une minoration, voire une impossibilité pour les segments racisés démobilisés contre la loi travail de parvenir à prendre la parole pour notamment articuler quelque chose de l'ordre de la surexploitation dont elles font l'objet. Donc ce qui est intéressant, c'est que la réaction qu'il y a eu face à ça, c'était justement d'imprimer au sol, à l'entrée de la fac, ça ne pouvait pas être raté, c'était là, des inscriptions hein, qui étaient taguées à la peinture, qui disaient « Nique la race, vive la lutte des classes ». Donc on continue à être dans cette espèce de ronronnement qui consiste à dire « Mais si vous soulevez la question de la race, c'est que en fait vous êtes raciste, vous êtes racialiste et vous niez la centralité de la lutte des classes ». Donc ce n'est pas ces mobilisations-là qui le disent, c'est les personnes, les segments de la mobilisation qui contestent cette réalité-là. Donc se mobiliser à un moment donné en tant que noir en France, en tant qu'indigène en France, en tant qu'arabe, en tant que musulman, en tant que rome, ça n'est pas professer une forme de racisme à l'envers, et là c'est quand même céder un peu facilement à la facilité dont se saisit précisément le Front National, en ayant beau jeu de dire, on vous l'avait bien dit, que ces segments de la société ne sont déloyaux, ne sont pas républicains, veulent fomenter le désordre et la discorde au sein de la nation française. Enfin, je veux dire, là c'est jouer franchement le jeu du Front National, je suis désolée, c'est pas le miroir inversé que vous me renvoyez, non. Parler du système race, c'est contester les mécanismes du racisme que ces groupes-là subissent. C'est mettre en évidence les mécanismes de racisation qui, dans un cas, jouent en faveur du maintien des privilèges blancs, parce que vous avez raison, les blancs se racisent, c'est ce que fait Nadine Morano, par exemple, lorsqu'elle vend les bijoux de famille en effectivement dénonçant tout le groupe auquel elle appartient. Je rappelle quand même, et ça me semble important, que Nadine Morano n'est pas sanctionnée parce qu'elle est raciste, elle est sanctionnée parce qu'elle a dit que les blancs avaient des privilèges. Elle a dénoncé son groupe, et en le dénonçant, elle le racise. Elle invente les blancs parmi les républicains. Autrement dit, elle ne fait que dire ce qui se passe. C'est pour ça qu'elle est sanctionnée. C'est parce qu'effectivement, elle vend la mèche. En disant non seulement nous sommes blancs, mais nous sommes chrétiens. Hein, je rappelle que ça avait fait. Elle a fait la totale. Hein, elle rappelle donc que la France est bien effectivement non seulement la fille aînée de l'Église, mais d'autres auraient souhaité qu'elle ajoute la fille aînée de la raison. Mais là, bon, c'est oublié, hein, parce que ça ne pouvait pas s'appliquer à elle. Exactement, mais ça ne pouvait pas parler ou la traduire hein, dans son intégralité. Donc il s'agit en fait, la question de la race n'est pas une question qui est soulevée par les Noirs, les Arabes, les musulmans. C'est une question qui est intrinsèquement, je le répète, inscrite dans les mécanismes d'oppression. C'est un des opérateurs les plus efficaces et depuis très longtemps de l'oppression, de l'exploitation, de la surexploitation et des formes de domination qui effectivement se déclinent ensuite et contraignent les personnes qui les subissent à circuler d'une domination à l'autre. Lorsqu'on n'en peut plus du sexisme, on essaie de voir ce qui se passe du côté de la classe, ça se passe pas mieux, les questions sociales sont loin d'être résolues, et lorsqu'on n'en peut plus, on essaie de voir ce qui se passe du côté de l'ethnicité, et là, malgré la valorisation, effectivement, qui peut être faite d'une identité ethnique qui ne serait pas simplement vécue comme une malédiction, eh bien ça se passe mal.
Parce que revendiquer son arabité, revendiquer son islamité, eh bien, ça vous précipite dans les bras de toutes celles et ceux qui vont vous raciser et vous sexualiser aussi. C'est le cas des jeunes femmes voilées. Donc je pense que toutes ces questions-là, aujourd'hui, si on ne parvient pas à les penser ensemble, et si on... Le problème, en fait, c'est de se dire on ne peut pas les penser ensemble, parce que si on les pense ensemble, c'est-à-dire si on donne une place particulière, et si on donne une place prépondérante à la question de la race aujourd'hui, et au système race tel qu'il opère, on ruine les luttes de classe, et on ruine la possibilité de faire valoir des enjeux et des objectifs qui feraient prévaloir, effectivement, des revendications qui sont celles de, par exemple, la réduction des inégalités, pour parler de façon modeste, hein. Le fait d'avoir un égal accès aux droits, par exemple, le fait de pouvoir imaginer de nouveaux droits, prétendre le faire en ignorant les mécanismes de racialisation, et donc le système race, c'est affaiblir ces luttes. C'est se couper de segments entiers de ces populations qui, elles, vivent de façon prioritaire et prépondérante des formes de racialisation, des discriminations et un racisme ordinaire qui les réduit à l'impuissance, y compris d'ailleurs qui les empêche de se mobiliser dans certaines luttes, ou qui les rend beaucoup moins puissants dans leur capacité à s'engager dans ces luttes. Ils restent des subalternes dans les luttes dans lesquelles ils sont engagés. Alors soit on s'accommode de cela, et là vous avez rappelé des épisodes antérieurs dans lesquels, après tout, les ouvriers immigrés auxquels on attribuait la revendication prioritaire d'avoir droit à des salles de prière, alors ce n'était pas forcément leur revendication prioritaire, c'était le cas dans les années 80, ça a été quelque chose qui visait à les racialiser dans leur lutte. Ils ont été assignés à la position d'ouvriers musulmans. Et il a fallu lorsqu'on sait les conséquences que ça peut avoir. Donc il y a vraiment quelque chose là de l'ordre d'une, encore une fois, d'un renversement, non pas pour considérer qu'il n'y a que contre la race qu'il faille lutter, et contre son caractère systématique, structurel, et dans sa présence au plus haut niveau de l'État. Malheureusement, c'est comme ça. On ne s'en félicite pas. Lorsqu'on dit ça, on n'est pas là juste en train de dénoncer pour dénoncer. Non, il s'agit d'identifier, de localiser les lieux où les problèmes se posent. Donc je ne pense pas faire le jeu du Front National en disant ça. Par contre, c'est un excellent moyen de montrer la différence entre la dénonciation du système race et son appropriation et son exploitation par la droite et l'extrême droite. Mettre ça en évidence, c'est aussi montrer la différence fondamentale, radicale qui existe entre les arguments et les luttes qui sont mobilisées à partir de la question de la racialisation potentiellement à gauche, parce que pour le moment on ne le voit pas, ou très peu, et c'est ce qui se passe à la droite et à l'extrême droite du spectre politique actuellement. Donc, alors si on veut effectivement en finir avec la porosité, et avec cette espèce d'errement, ou ces logiques d'oscillation, hein, ou d'élection en élection, on n'arrive plus à situer, alors je ne suis pas forcément d'ailleurs complètement obsédée par ce qui se passe au moment des élections, je pense qu'il y a plein d'autres moments où il se passe des choses très graves en France, hein, pas seulement au moment où on constate que un électeur sur deux ne vote plus, et que forcément ça accroît l'influence du Front National. Donc ça, je pense que là, il y a... Enfin, je ne prétends pas vous convaincre, mais les choses tout ce qui se joue depuis une quarantaine d'années ou une cinquantaine d'années, c'est-à-dire depuis le démantèlement de l'empire colonial français, nous oblige, nous font obligation de ne plus minorer cette dimension-là, de l'inscrire effectivement, pas seulement dans un passé colonial, mais dans quelque chose qui est en train de devenir un présent colonial, c'est-à-dire une continuation de la colonisation sous d'autres formes, ce que certains appellent la colonisation interne, et ce que Norbert Elias décrivait très bien dans le processus de civilisation. Il y a effectivement un problème aujourd'hui qui est celui de la reconfiguration des outils de la colonisation sous d'autres modalités, toujours d'ailleurs avec les mêmes finalités. Minoration des droits, hiérarchisation des groupes sociaux, des groupes sur une base ethnique, sur une base raciale, sur une base sexuée, et donc déni de droits. Ça, c'est quelque chose qui continue à fonctionner. Alors, les effets de racialisation, je l'expliquais effectivement, ils sont moindres chez les Blancs, mais ils sont bien présents. Lorsque Nadine Morano désigne les Blancs, eh bien, elle le fait aussi en, d'une certaine manière, leur attribuant
les assignant à une place. C'est-à-dire qu'on pourrait définir les propriétés de ce que c'est qu'être blanc. Alors que ce qui nous intéresse, c'est pas le fait de désigner des personnes comme blanches, ça n'a aucun intérêt, ça. Ce qui est beaucoup plus important, du point de vue de la lutte contre la racialisation et le système race, c'est de déterminer le statut politique attaché au fait d'être blanc. Parce qu'être blanc, ça n'est pas avoir une certaine couleur de peau, c'est avoir un statut politique auquel va être attaché des privilèges. Et donc ça mérite quand même qu'on s'y arrête, notamment dans un contexte où on prétend être dans un espace républicain. Je ne suis pas là pour défendre non plus la République, je pense qu'elle mérite fortement d'être questionnée sur bien des plans. Et il y en a un que vous avez rappelé, effectivement, qui est celui de la façon dont elle met en place les structures de la laïcité étant un outil de gouvernement comme un autre, c'est une loi, ni plus ni moins, ça n'est pas un étendard, ça n'est pas une valeur, et ça n'est pas une sorte d'entité qui serait menacée aujourd'hui. La façon dont ça a été érigé nous met dans une situation impossible. La laïcité, c'est un processus historique. Ça a une historicité, ça a une généalogie. Et effectivement, aujourd'hui, on ne peut plus penser ça. Et si on reprend les travaux de Stéphanie Hennette-Baucher, qui fait un constat extrêmement pessimiste, en fait, sur la dernière séquence, notamment en s'intéressant à l'affaire Babilou, ce qu'elle montre, c'est qu'en fait, on est dans une néo-laïcité qui est encore plus, alors là, pour le coup, une religion séculière, presque, hein. C'est-à-dire une religion qui verse dans le dogmatisme et dans l'intolérance complète. Ce que Bobéro appelle depuis déjà un certain temps la laïcité falsifiée. Donc si nous ne sommes pas non plus, s'il n'y a pas une volonté de prendre au sérieux ces différents éléments de discussion, les travaux dont nous disposons aujourd'hui, d'en comprendre les implications, de peut-être en tirer les conséquences, qu'est-ce que ça implique si effectivement il y a un accommodement avec une laïcité falsifiée, ou avec une laïcité qui devient une religion non seulement civile, mais encore plus séculière, avec quand même le passé que l'on connaît, du point de vue de ce que c'est qu'une religion séculière, ça nous conduit effectivement à être extrêmement vigilants sur, et ne plus avoir de complaisance à l'égard de celles et ceux qui passent leur temps à brandir la laïcité comme si effectivement c'était l'ultime rempart du vivre ensemble, comme on dit, n'est-ce pas? Autrement dit, de la fabrication du commun. Or, c'est pas possible. Dans le commun tel qu'on le conçoit, il y a une obligation, ou en tout cas une inévitable nécessité, qui est celle d'admettre que l'on côtoie et on cohabite dans l'espace public avec des gens avec lesquels on n'a rien de commun. Et qui peuvent d'ailleurs aussi susciter notre aversion. Comme le dit très bien Wendy Brown dans son travail de politiste. Et bien, régler l'aversion, comme elle le dit, ça fait partie d'un enjeu qui est un enjeu tout à fait estimable du point de vue politique. Je ne vois pas au nom de quoi je devrais imposer dans l'espace public que tout soit à mon image et que tout soit à l'image de ce que je peux, pas seulement tolérer, mais espérer rencontrer dans la société dans laquelle je vis. Oui, je vais passer ma vie à rencontrer des gens avec lesquels je ne serai pas d'accord et dans lesquels je ne me reconnais pas. Ben, oui, ça fait partie de la cité politique démocratique. Alors, je ne peux peut-être pas répondre à tout, je voulais juste aussi rappeler que le fait de dire que les communistes ne sont pas plus enclins au ménage que les autres, franchement, ce qui se passe à droite m'intéresse assez peu, pour tout vous dire. Parce que la droite a eu vocation depuis très longtemps, effectivement, à servir ses intérêts en faisant le ménage, y compris d'ailleurs parce qu'à Neuilly, on peut difficilement imaginer qu'il y ait des foyers sans femmes de ménage. Je ne sais pas s'il y a un parallèle à faire, je l'avais fait. Mais par exemple, je rappelle que jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui se pratique. Le maire de la Courneuve, communiste, M. Roux, a démantelé l'espace qui était l'espace de vie des Roms à l'été 2015. Il les a jetés à la rue. Ils se sont retrouvés à devoir camper devant la mairie. Et d'ailleurs, même devant la mairie, visiblement, M. Roux ne les a pas vus. Et il n'a rien fait contre ça. Ça m'a fait un drôle d'effet lorsque j'ai réalisé ce qui se passait, parce que M. Roux, j'ai fait un entretien avec lui quand j'étais thésarde débutante et que je faisais des enquêtes pour financer... c'est M. Pou? Oui, M. Pou. Pardon, ouais. Et alors, donc j'ai fait un entretien avec lui à l'époque sur la façon dont la commune de la Courneuve articulait les deux politiques publiques à l'époque, qui étaient centrales
pour justement rétablir une forme d'égalité réelle et non pas virtuelle, les ZEP d'un côté et les DSQ, vous savez, la politique de la ville et la politique d'éducation prioritaire. Et j'avais fait un entretien avec M. Pou. De la même manière que des années auparavant, j'avais fait un entretien avec l'ancien secrétaire général de la mairie de Montfermeil, à l'époque où c'était M. Bernard qui avait gagné la mairie contre le PC. M. Bernard qui avait créé un mouvement France Debout. Pas besoin de commenter. Et le secrétaire général, c'est l'actuel maire de Montfermeil. Alors quand vous voyez que les uns et les autres pratiquent la même politique, ah bah excusez-moi, mais j'ai longtemps étudié les bosquets à Montfermeil. J'ai fait cet entretien donc, il y a 20 ans et il a fallu constater que M. Pou, visiblement, il ne tirait pas les leçons d'histoire. Moi, j'ai été directeur général à l'école de Seine-Saint-Denis au moment où M. Bernard a pris la mairie. En 83, j'ai été de 86 à 90. J'ai bien suivi ce qui se passait là-bas. J'ai vu qu'il discriminait, y compris les repas des élèves à l'école. Oui, oui, j'avais bien eu connaissance de ça. Il a interdit les élèves voilés dans les collèges. Je suis désolée, là, vous êtes en train de le défendre, il est indéfendable. Il est indéfendable. Et alors, ce n'est pas parce qu'il ne fait rien dans les collèges contre les élèves qu'on doit s'accommoder de ce qu'il fait contre les Roms. Je vous parle des Roms. Il a fait quelque chose d'absolument indigne à l'égard des Roms. Personne n'a protesté. Personne. Vous ne la connaissez pas. Alors moi, je vous le dis. Et il n'est pas question ici de segmenter les formes d'oppression et de dire ah mais oui, mais M. Bernard a fait des choses absolument abominables contre les élèves qui voulaient avoir des repas halal dans les écoles, et donc ça dédouanerait du coup M. Pou qui fait des choses indignes. Vous ne pouvez plus hiérarchiser ça. Et il y a des gens qui sont devenus indéfendables. Il y a des gens qui sont devenus indéfendables. Et si à un moment donné le Parti communiste n'est pas capable de faire le ménage parmi ses maires et parmi ses membres, je suis désolée, c'est très grave. C'est très grave. Il n'y a pas une personne pour protester contre ça. Mais moi, je peux vous dire que M. Pou, ça nous vient jusqu'au niveau de la HAD, la question de la lutte contre les discriminations de toute nature. Ben, visiblement, il n'a pas compris qu'il fallait le faire d'abord dans sa commune. Ben non, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Jusqu'à présent, la question des Roms n'est pas résolue. Alors, moi, je veux bien visibiliser ça dans le truc. Soit vous mettez la réalité de ce qu'il a fait, il suffit d'aller à la Courneuve pour le constater. Il y a des gens qui sont allés pendant des semaines en soutien aux Roms et qui ont vu que rien ne bougeait. Donc qu'est-ce que vous faites contre ça? Je suis absolument fascinée de voir à quel point est-ce que vous pouvez considérer qu'après tout, il y a toujours moyen de dédouaner certains actes. Bon, excusez-moi. Je vais répondre. Je pense que c'est important de souligner ce genre de situation. Alors, je voudrais prendre le temps, même brièvement, de répondre à la question que vous avez posée. Je pense que la situation face à laquelle nous nous sommes trouvés, qui effectivement vous aurait évité un dilemme sur est-ce qu'il faut être antiraciste ou antisexiste, comment on va réussir à en quelque sorte résoudre cette question insoluble, c'est que s'il n'y avait pas eu une montée en puissance aussi forte, une sorte de racisme vertueux contre de larges segments de la société française, il aurait peut-être été possible de raisonner sur les questions que vivent les familles migrantes, les familles descendantes migrantes et coloniales, sans tomber dans le dilemme de devoir prendre position. Et effectivement, j'imagine très bien que les personnes qui vous disent au sein de votre famille, ben là, il va falloir choisir, parce que si tu commences à critiquer ce qui se passe dans la famille, c'est-à-dire que tu es une traître, et tu rejoins à tous ceux qui sont aujourd'hui racistes et qui pointent le doigt sur nous. Sauf qu'il n'y a pas d'espace apaisé pour parler de ça. Les familles migrantes tombent dans le domaine public. Elles sont saisies par l'ensemble des discours publics qui leur sont imposés. Et elles sont constamment tenues de se positionner. Donc que cela finisse par complètement s'infiltrer dans les relations intimes au sein de la famille, dans l'espace privé familial, ça n'est pas très étonnant. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'effectivement, le climat qui règne dans la société française, d'une certaine manière, il pèse principalement et prioritairement sur le sol et sur le sort des familles elles-mêmes et des membres de ces familles. Il n'y a pas de possibilité de discuter librement parce qu'on est tout le temps sous le regard de celles et ceux qui vont effectivement ensuite vous évaluer, vous dire alors est-ce que vous êtes loyal au combat féministe, au combat pour la préservation de la République, est-ce que vous êtes pour les valeurs?
ça c'est quelque chose qui est devenu absolument insupportable. Et le fait que ce soit aussi tendu, y compris dans les organisations féministes, ou même minoritaires, hein, parmi les collectifs féministes pour tous, etc., on le voit très bien, c'est parce que ce poids-là continue à s'exercer. C'est parce qu'il n'y a pas d'autonomie possible de ces mouvements. C'est ce qu'elles cherchent à obtenir. Ces mouvements féministes cherchent à s'autonomiser par rapport à des pressions idéologiques qui sont très fortes. Mais ça, on ne peut pas faire. On ne pourra pas lever la pression idéologique si par ailleurs, partout ailleurs, il n'y a pas une prise de conscience du poids des formes de racialisation, de sexualisation qui s'exercent dans l'ensemble de la société. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut attendre que ça se passe pour entamer la discussion, visiblement vous l'avez entamée, y compris de façon très tendue, mais il n'y a pas de solution à ça. Et le fait de dire qu'effectivement il faut pouvoir expliquer aux hommes de certaines familles que ça serait bien qu'elles arrêtent d'être dans une logique de tension hein, et de partage sexué, pas seulement des tâches mais aussi des situations, ça c'est quelque chose qui aujourd'hui c'est complètement pollué pour la discussion. Ça n'est plus possible. Merci. Alors, moi je vais répondre d'abord à la personne qui vient de partir. Donc, c'est la question du sionisme qui repose sur l'idée de l'existence d'un peuple juif. C'est bien développé dans le contexte du développement des nationalismes. Donc, bon, peu importe savoir si il n'y avait pas au préalable, avant le 19e siècle, des sources de ce développement-là. Quel que soit le moment où on le fait débuter, c'est bien lié. En tout cas, c'est mon idée, celle que j'exprimais, c'était de dire que l'identification à un peuple juif est l'effet du rejet et du discours hostile. C'était dans ce sens-là. Et pour ensuite parler pour répondre à ce qui avait été dit sur la police, je crois que ça avait été évoqué, le fait qu'elle était tout aussi violente avec donc, des populations blanches. Bon, c'est évident, mais le lien avec la question de la race, donc ça a déjà été abordé, le lien avec la question de la race est aussi évident. On peut citer un seul exemple. Il y a le général Cavaignac qui était donc ministre de la Défense en 1848, entre février et juin, parlait des Bédouins de Paris au sujet donc des ouvriers parisiens, parce qu'il revenait effectivement d'un laboratoire, l'Algérie, où il a pu expérimenter toute une série de méthodes modernes qu'il a ensuite appliquées sur les Parisiens. Donc, on n'a pas dit que la police n'était pas capable d'être méchante avec des Blancs, mais il y a un lien entre le fait de considérer des gens, c'est la question de la poule et l'œuf, comme d'ailleurs la question de la race. Est-ce que la race est créée par ces gens qui subissent ou par ceux qui exercent le racisme? Alors, c'est aussi un moyen de répondre à la question sur l'emploi du terme islamophobie et sa pertinence. D'un point de vue biologique, alors peut-être que l'explication est nécessaire, d'un point de vue biologique, il est évident que les races n'existent pas, que d'un point de vue scientifique, il est impossible de définir, de distinguer un noir d'un blanc de façon pertinente, ça n'existe pas. En revanche, d'un point de vue social, le fait d'être discriminé parce qu'on est perçu comme noir, ça existe. Et ça crée une expérience qui peut être commune entre différents individus. Et c'est ce qu'on appelle la race. Donc il s'agit d'une fiction, mais c'est pas parce qu'une chose est pas réelle qu'elle n'existe pas. Et la fiction, c'est quelque chose qui peut avoir une vérité, comme d'ailleurs la question du genre, par exemple. La question du genre, c'est analogue. D'un point de vue scientifique, il y a des sexes, il y a des appartenances sexuelles, et puis le genre est une fiction, mais qui a des incidences qui sont importantes dans la réalité. Donc c'est exactement la même chose pour la race. Donc il ne s'agit pas de dire que c'est quelque chose qui est scientifiquement fondé, justement, c'est pas scientifiquement fondé, et ça a été créé par l'effet de procédés sociaux de discrimination. Alors, pour ce qui concerne la pertinence du terme islamophobie, c'est parce qu'on a vu que depuis quelques décennies, il y a une forme spécifique de racisme qui s'exprime envers des gens dont on suppose qu'ils sont de religion musulmane. Et ça a une spécificité.
parce qu'aujourd'hui, on n'a plus tellement à lutter contre des gens qui nous traitent de sales bougnoules. On a appris, lorsque on n'aime pas les bougnoules, on a appris à polisser son langage et à parler un langage qui ressemble beaucoup au discours irreligieux, qui s'inscrit dans une tradition de rejet de la religion, qui, comme je l'ai dit dans mon exposé, est considérée comme légitime et liée à l'émancipation de l'individu dans la tradition de gauche en France. Et donc il ne s'agit pas de dire que toute critique de la religion est raciste, évidemment, ça c'est pas le cas, mais il existe des discours qui sont des discours racistes, qui visent à discriminer de façon raciste, et qui utilisent des arguments qui, a priori, ne paraissent pas racistes. C'est des arguments théologiques, dogmatiques, on fait semblant de s'intéresser à tel ou tel dogme de l'islam, qu'on discrédite, et à ce titre, on justifie une discrimination raciste. Donc c'est cette forme très spéciale de racisme qu'on appelle islamophobie. Je peux juste poser une question. Est-ce que pour vous, vous sentirez ça comme une régression ou une lâcheté d'utiliser par exemple le mot musulmanophobie pour laisser le libre champ à une critique raisonnée, non raciste de l'islam, qui lui-même discrimine? Alors je suis spoliée de la moitié de mon héritage, parce que je suis marocaine. Et du coup, si on utilise le mot musulmanophobie, est-ce que pour vous ça recule et pas acceptable, parce que du coup il faut quand même dire le mot islamophobie? C'est deux choses différentes, c'est-à-dire que il y a d'une part le fait de tenir un discours négatif, stigmatisant sur les musulmans, et puis il y a aussi cette forme qui existe de tenir un discours a priori qui s'en prend à une idéologie, donc l'islam, pas des musulmans justement. Ça fait partie de la rhétorique islamophobe que de dire mais je ne suis pas raciste, je ne m'en prends pas aux personnes, je m'en prends à l'islam, à la religion d'une manière désincarnée. Et en réalité, ce discours alimente un système de représentation qui met les musulmans en bas, qui met les gens qu'on est capable de reconnaître comme, mais de façon plus ou moins réelle, comme adhérents à l'islam, et sur cette base-là, on discrimine. Donc c'est une forme très spécifique. J'avais fait l'analogie avec l'antisémitisme et l'antisionisme. Il y a effectivement, réellement, des gens qui utilisent l'antisionisme pour exprimer des idées antisémites. Donc c'est exactement analogue. Il y a des gens qui utilisent la critique légitime des religions pour tenir des discours racistes. Bon. Et ça, c'est pas à cause des antisionistes. C'est à cause des gens qui utilisent l'antisionisme pour être antisémites. Voilà, donc le fait de rendre plus difficile l'expression de propos négatifs sur l'islam, et en plus, non, j'ai l'impression qu'on est un peu dans la science-fiction, à la mesure où c'est pas du tout difficile aujourd'hui en France. On n'est pas tellement stigmatisé, on passe plutôt pour quelqu'un de courageux lorsqu'on tient des discours critiques sur l'islam. Donc il n'y a pas d'interdiction, c'est pas le goulag, aujourd'hui, si on tient des discours contre l'islam. Il y a même par rapport, et ça a des incidences d'ailleurs sur les conceptions qu'on a de la laïcité. Là, j'ai un exemple. Mercredi, il y avait une épreuve d'éducation morale et citoyenne au bac professionnel. J'ai vu les sujets, il y avait donc dans cette épreuve-là des questions qui demandaient aux candidats de justifier la loi qui donc discrimine les femmes qui portent un foulard de l'école. Donc on voit bien qu'il y a pratiquement non seulement une obligation d'adhérer au républicanisme et à une définition bien précise de la laïcité, et ce qui est devenu surtout très violente après les assassinats des membres de l'équipe de Charlie Hebdo. Il y a eu pratiquement une criminalisation de la non-adhésion à ces valeurs, entre guillemets. Voilà, les valeurs donc de blasphème, etc. Bon, on a le droit de blasphémer, mais c'est pas parce qu'on a un droit que c'est forcément toujours très intelligent d'appliquer tout le temps. Voilà, ça je suis pour qu'on ait ce droit-là, mais c'est ce que j'ai essayé de dire en parlant de la situation de communication. Tout dépend qui le fait, quand et pourquoi. Pourquoi faire. Voilà. Si on est dans une faculté de métaphysique et qu'on s'en prend à la transcendance, ça pose beaucoup moins de problèmes que si j'écris un texte, je sais pas, je pense à Éric Zemmour, qui va à la télévision, voilà, c'est un autre contexte. On peut comprendre que son discours. Pardon ? Oui, bah, par exemple, Jean-Luc Mélenchon. Vous n'êtes pas dans un groupe de. Pardon. C'est bon. Je crois que j'ai répondu. Ouais, je voulais juste ajouter encore une chose pour compléter les réponses.
qu'est-ce qui est du racisme, qu'est-ce qui ne l'est pas, par rapport donc au rejet qu'on peut avoir dans un parcours personnel par rapport à la religion. Voilà. Effectivement. Personnel, hein, oui, mais je connais, c'est-à-dire je connais ces idées selon lesquelles nous serions des êtres supérieurs parce qu'on a la vraie religion, etc. Seulement, le fait d'avoir pu le penser, ça m'a jamais permis de discriminer quelqu'un qui est donc un athée sur cette base-là. C'est-à-dire que ça ne donne pas un pouvoir. Donc, la plupart du temps, pour des raisons donc, heuristiques, on considère que c'est plus pertinent d'appeler racisme cette idéologie sur la base de laquelle on exerce une domination sur d'autres personnes. Et lorsque on subit un racisme et qu'on se revalorise symboliquement en considérant qu'en fait on nous aime pas parce qu'on est supérieur, là, bon, c'est des idées que ça nourrit le sionisme parce que quand les juifs ont subi du racisme dans les années 30, ils ont développé aussi un discours narcissique pour supporter tous les discours horribles qu'on tenait sur eux, et ces discours narcissiques chez les gens dominés, c'est des choses qu'on entend, et c'est pas du racisme. Je veux dire, les Arméniens, les Berbères ont une culture qui généralement a tendance à survaloriser donc ces gens qui ont subi une domination et comment dire, des discours péjoratifs qui les touchent. Voilà. Alors, pour moi, c'est vrai que c'est faux, mais c'est pas proprement parler du racisme. Merci infiniment. Merci infiniment.